Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. L'Europe arrache un accord sur la répartition de 120 000 réfugiés à la veille d'un sommet crucial des chefs d'État européens demain. Les ministres de l'Intérieur de l'UE sont parvenus à trouver un consensus et éviter une crise migratoire. Analyse dans un instant. Sa présence n'a pas plu à tous les parlementaires PS réunis en séminaire. La venue d'Emmanuel Macron après ses déclarations sur les fonctionnaires a même irrité certains participants. Reportage dans cette édition. Bientôt la fin d'un statut. Anne Hidalgo, la maire de Paris, veut redécouper les arrondissements mais aussi renforcer les pouvoirs de la ville face à l'État. Décryptage et débat dans ce journal. Mais avant de développer tous ces titres, le scandale Volkswagen. Pour vendre ses véhicules diesel propres aux États-Unis, la marque allemande a truqué les tests anti-pollution. Ce soir, Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, demande le lancement d'une enquête approfondie. Cécile Sixou. Il ne démissionnera pas, mais se dit profondément désolé. Dans un message diffusé sur le site internet du groupe, le PDG de Volkswagen présente ses excuses. 11 millions de véhicules diesel de sa marque ont été équipés d'un logiciel de trucage permettant de fausser les résultats des tests anti-pollution. Plus rien ne m'étonne dans le système dans lequel nous sommes, où on voit bien que tout est plus ou moins permis. Un constructeur d'une renommée internationale qui organise un système frauduleux pour limiter ses effets polluants sur à peu près 11 millions de voitures, c'est quand même plus qu'inacceptable. Une tricherie, un mensonge qui abîme l'image d'une marque prestigieuse, mais qui plonge aussi l'entreprise dans la crise. L'action Volkswagen a perdu près de 35% en 2 jours, entraînant les bourses européennes vers le bas en fin de journée. Un scandale d'une ampleur inédite. Des enquêtes ont été ouvertes un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Corée du Sud, en Allemagne et en Italie, mais aussi en France. Ségolène Royal lance une enquête approfondie et demande aux constructeurs français des précisions sur leurs méthodes. Ce matin, Michel Sapin a réclamé une enquête européenne. Il faut le faire au niveau européen. Nous sommes sur un marché européen avec des règles européennes. C'est celles-ci qui doivent être respectées. C'est celles-ci qui ont été violées aux États-Unis. Du côté de la Commission, on préfère pourtant attendre les résultats des études en cours. Dans la journée, les constructeurs français, pour rassurer les consommateurs, ont plaidé pour la mise en place de tests anti-pollution plus stricts. Et pour évoquer ce scandale, notre invité ce soir, Jean-François Husson, bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Meurthe-et-Moselle et vous étiez le président de la commission d'enquête sur le coût de la pollution de l'air. On a envie de connaître votre avis. Que ressentez-vous après ces révélations sur la tricherie de Volkswagen? Vous avez prononcé le mot, c'est une tricherie, donc c'est grave. C'est grave parce que ça entame la confiance des clients, mais c'est surtout une atteinte à la santé et à l'environnement. Et dans des temps qui sont des temps difficiles, en tous les cas sur les démarches avec les entreprises, sur leur réputation, mais également pour les élus, eh bien je crois qu'il faut faire à la fois toute la lumière, et je partage en tous les cas la nécessité d'une investigation au niveau européen. Je veux juste signaler que lors de nos enquêtes, nous avons auditionné un certain nombre de constructeurs français, et certains... notamment un constructeur français, Peugeot, a bien expliqué qu'il était ouvert notamment à des expertises plus indépendantes. C'est-à-dire, vous pensez qu'elles ne sont pas indépendantes finalement ces Non, expertises? mais c'est pas une. Derrière ce sujet, il y a en fait les normes. Certaines associations, certaines personnes contestent la fiabilité des normes, qui ne sont pas faites, et en tous les cas mesurées en conditions de circulation réelle, mais dans des conditions un peu hors sol. Donc la première idée, c'est de faire en sorte qu'on soit en circulation en vie réelle. C'est une de nos propositions. Et la seconde, c'est que les tests soient évalués par un comité d'experts indépendant. Et finalement, vous le voyez, c'est 2 de nos propositions. La question avait été soulevée, des éléments de réponse sont proposés. Ça a au moins un mérite, c'est que peut-être nous arriverions mieux à répondre, je dirais, à pratiquement, j'appelle ça des manières de voyous. Oui. Est-ce qu'on a raison d'avoir des suspicions au niveau européen après ces révélations On a raison de se poser. Qui touchent les États-Unis. On a évidemment raison de se poser des questions parce que il faut, de ce que j'ai pu lire dans la presse, puisqu'en fait l'information circule plus vite de cette manière-là, ce qui est inquiétant et préoccupant, c'est que à l'origine, l'association qui, je dirais, elle avait aux États-Unis, elle avait un autre objectif. Elle souhaitait montrer
que les véhicules diesel, parce que les normes étaient plus draconiennes, avaient en fait des rejets moins polluants. Et c'est en fait par des mesures justement indépendantes qu'on a découvert, je dirais, la faute. Donc vous voyez, c'est même pas par rapport à des actions d'associations qui voulaient lutter contre la pollution et qui cherchaient à démasquer, c'est même l'inverse. Donc il y a un effet doublement vertueux. C'est pour ça que je considère que la faute de ce constructeur, lorsque l'on voit en plus les campagnes de publicité, quelque part, elle est impardonnable. Est-ce qu'on peut penser que tous les constructeurs trichent? J'espère que non. C'est comme dans la vie de tous les jours. Malheureusement, un certain nombre trichent, ils sont pris par la patrouille. Je pense malheureusement que peut-être il y a une proportion. Eh bien, la justice, en tous les cas, doit, sur ce dossier comme sur d'autres, je dirais, passer et rendre des décisions courageuses, justes, de telle manière qu'on puisse retrouver, je dirais, une situation plus apaisée, parce que nos pays ont besoin d'autre chose aujourd'hui. On le voit, il y a d'autres grands sujets de préoccupation. Est-ce que ça veut dire aussi que le diesel propre, finalement, c'est impossible à réaliser, ça n'existe pas? Eh bien, j'aurais tendance à dire que j'espère que non. Et ce qui m'a convaincu également dans les auditions, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le diesel, pour les rejets de CO2, COP21, je dirais justement, rejette moins de CO2, que par contre, sur la pollution atmosphérique, il est moins bon que l'essence, et inversement. D'où la proposition de la commission d'enquête à l'unanimité de dire rapprochons la fiscalité du diesel et de l'essence. Nous avions entendu la ministre Ségolène Royal, dans la foulée de cette proposition, dire que c'était impossible, puis 2 jours après, dire je vais m'y atteler. Mais ça fait 2 mois, elle est passée en mode silence. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Husson d'avoir été notre invité ce soir. Face à l'urgence sur le terrain, comme en témoignent encore aujourd'hui ces images, vous le voyez, de l'acheminement de migrants en autocar affrétés par le gouvernement croate dans le sud de la Hongrie. Les autorités hongroises ont d'ailleurs ralenti le processus de passage de ces migrants. Eh bien, l'Union européenne a trouvé un accord à l'arraché. Les 28 États membres de l'UE ont adopté à une large majorité la répartition en Europe de 120 000 réfugiés, faisant fi de l'opposition de plusieurs pays de l'Est aux quotas proposés par Bruxelles. Pour en parler, Nora Madi nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Nora. Bonsoir Delphine. Alors je le disais à l'instant, eh bien c'est un accord qui a été obtenu à l'arraché, à la veille d'un sommet européen très attendu demain. Exactement, un accord à l'arraché et jusqu'à hier ce matin, on se disait c'est pas sûr, c'est pas dit qu'il y a un accord. Heureusement qu'il y a ce sommet européen demain. Comme vous le disiez à l'instant, la répartition de 120 000 réfugiés supplémentaires au-delà des 40 000 qui avaient déjà été actés au mois de mai dernier, donc a été signée ce soir. Et c'est le ralliement de la Pologne qui a permis, en fait, donc aux propositions franco-allemandes, donc de ces 120 000, entre autres, qui a permis de faire basculer la majorité. Donc République tchèque, Hongrie, Roumanie, Slovaquie ont voté contre. La Finlande, quant à elle, s'est abstenue. Clairement, c'est tout le paquet qui a été validé. Donc, c'est 120 000 réfugiés supplémentaires à se répartir sur les 2 prochaines années. Donc, en plus des 40 000, 160 000 en tout. La création de ces fameux hotspots, donc des centres d'identification et de contrôle des frontières extérieures. Donc, la nouveauté, c'est que ces centres d'identification vont permettre de voir qui est du domaine, enfin quel réfugié en fait peut prétendre à la demande d'asile, lesquels devront être rapatriés dans leur pays d'origine. Et enfin, du coup, c'est également un contrôle renforcé des frontières extérieures de l'Union européenne. Et c'est un accord dont Harlem Désir s'est félicité tout à l'heure dans l'émission Preuve par 3 que vous avez pu suivre. Je vous propose qu'on l'écoute. Il aurait été préférable que tous se mettent d'accord par consensus, parce que c'est toute l'Europe qui est appelée à la solidarité. Donc il y a une très large majorité, puisque c'est une majorité qualifiée, et à partir de maintenant, on va donc pouvoir mettre en œuvre cet accord, cette répartition solidaire des réfugiés qui sont en besoin de protection internationale. Pour l'Europe, il y a un test à la fois d'humanité, de crédibilité et d'efficacité. Mais il y a aussi la nécessité de faire face d'une façon collective, solidaire. Il ne peut pas y avoir 28 réponses nationales. C'est pourquoi il était important qu'il y ait cet accord aujourd'hui à Bruxelles. Voilà, Preuve par 3 à revoir ce soir sur notre antenne à partir de 22h45. Alors de quoi vont parler finalement les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet européen demain, Nora? Eh bien maintenant que cette question des 120 000 réfugiés supplémentaires a été entérinée par les ministres de l'Intérieur via ce sommet, ils vont pouvoir se projeter un petit peu plus vers l'avant. Et tout bêtement, il va falloir montrer demain l'image d'une Union européenne forte, d'une union politique, ce qui a manqué, mine de rien, ces dernières semaines face à l'urgence. Et l'objectif sera également de trouver des solutions pérennes sur notamment pour éviter le départ des réfugiés, notamment de Libye, de Jordanie, de Turquie. Et il va falloir aider financièrement, soutenir financièrement les agences des Nations Unies. Mais il va falloir également
commencer à se poser la question de la coopération avec les pays africains et la Turquie pour éviter donc les arrivées de réfugiés en Europe. Et tout cela va passer par l'aide donc à l'accueil de ces réfugiés, mais aussi revoir la politique de co-développement, lutter contre les filières et enfin sécuriser les frontières, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais peut-être que d'ici quelques mois, une fois que tout ceci sera posé, on pourra imaginer un mécanisme permanent qui va permettre de prendre en charge, donc au-delà des 160 000, puisque je vous rappelle que rien que l'Allemagne s'attend à 800 000 réfugiés, 800 000 demandes d'asile cette année. Merci beaucoup Nora. Et un autre sujet qui intéresse de près l'Europe, celui des pesticides et des perturbateurs endocriniens qu'ils contiennent. On l'a appris aujourd'hui, des pesticides interdits ont été retrouvés sur des salades achetées en supermarché, selon des tests effectués par l'ONG Génération Future. Voyez ce qu'en dit Xavier Belin, le président de la FNSEA. Il était auditionné cet après-midi au Sénat. Il pointe du doigt la responsabilité des Espagnols. On l'écoute au micro de Thème Tranuit. Là où nos producteurs français ont fait énormément d'efforts, ont beaucoup progressé depuis des années, ils sont souvent sanctionnés par des importations qui certes sont moins chères que ce que nous savons faire en termes de coût de revient ici, mais qui parfois malheureusement ne respectent pas nos standards et nos cahiers des charges. Il y a eu quelques camions vidés, notamment à la frontière espagnole, parce que on sait les pratiques qui sont faites dans ces pays, on sait aussi parfois les coûts de revient qui sont très inférieurs aux nôtres. Nos producteurs à qui on en demande toujours plus en termes de réglementation, de normes, mais toujours à nous aligner sur les moins-disants en matière de prix, l'équation n'est plus possible. Je vous le disais en titre, la venue d'Emmanuel Macron au séminaire des parlementaires PS ce matin n'a pas ravi tous les participants. Il faut dire que le ministre de l'économie a suscité la polémique par ses propos sur les 35 heures fin août, ou encore, nous vous en parlions hier, sur le statut des fonctionnaires. Louis Sibyl et Paul Bouffard. Des propos qui ne passent toujours pas. Les députés ont réservé un accueil pour le moins mitigé à Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, le ministre de l'économie avait remis en cause le statut des fonctionnaires. De quoi soulever un tollé pour une partie de la gauche. Pour ce frondeur, il doit quitter le gouvernement. Quand on lui dit, nous on a des électeurs ou des concitoyens qui ne pensent pas exactement de cette manière, il y a une gauche qui ne se retrouve pas dans un certain nombre de propos, il écoute poliment, mais ce n'est pas ça qui le fera changer d'avis parce qu'il procède d'une forme de certitude qu'on connaît bien en France qui est celle d'une certaine élite. Signe d'une fracture persistante au sein des socialistes, seule la moitié des parlementaires étaient présents au séminaire de rentrée de ce matin. À la sortie, Emmanuel Macron fait néanmoins bonne figure. C'était un très bon moment d'échange, de pédagogie pour redonner du sens à notre action collective. À 20 mois de la présidentielle, c'est un cordon sanitaire qui s'organise autour du gouvernement. Didier Guillaume est de ceux pour qui la solidarité avec l'exécutif doit primer. Ceux qui sont appelés les frondeurs, aujourd'hui sont trop râleurs, sont plus frondeurs que râleurs. Et moi j'appelle à la responsabilité collective. Au moment où tous nos amis, tous les socialistes sont en campagne pour les élections régionales, il n'est pas l'heure de se regarder le nombril, mais de parler aux Français. Pendant la réunion qui s'est déroulée à huis clos, Manuel Valls a recadré son ministre, mais aussi les frondeurs. Une façon pour le Premier ministre de rappeler son rang de chef de la majorité. Marine Le Pen renvoyée en correctionnel pour des propos tenus en 2010 lors d'une réunion publique avec des militants lyonnais. La présidente du Front National avait comparé les prières de rue de musulmans à l'occupation nazie. En bref, Uber Pop reste illégal en France. Le Conseil constitutionnel a confirmé l'interdiction de ce service en rejetant les griefs soulevés par Uber, le géant américain de VTC, ces véhicules de transport avec chauffeur. Le Conseil constitutionnel qui examinait une QPC, question prioritaire de constitutionnalité. 24 heures Sénat, le débat. Le pari d'Anne Hidalgo, la maire de la capitale, veut refonder le statut de Paris. Elle réclame la fusion du département et de la commune en une seule collectivité locale. Jennifer Semé. C'est le pari d'Anne Hidalgo, reprendre la main sur la capitale en récupérant les pouvoirs aujourd'hui dévolus à l'État. Car Paris n'est pas une ville comme les autres. À la différence du reste de la France, dans la ville des Lumières, le préfet se substitue au maire sur certains points. La voirie, la régulation du stationnement ou encore certaines questions d'urbanisme. Autant de points de crispation entre la maire et l'État qui seraient alors vite évacués en cas de récupération de ses compétences par l'hôtel de ville.
Deuxième volonté d'Anne Hidalgo, fusionner la ville de Paris et le département, mettant ainsi fin à une autre singularité de la capitale. L'objectif est de réduire le millefeuille administratif à l'approche de la création du Grand Paris. Enfin, autre idée soufflée dans la missive adressée à François Hollande et Manuel Valls, la modification de la carte des arrondissements parisiens. Anne Hidalgo espère ainsi rééquilibrer les écarts de population entre les quartiers pour une meilleure répartition des services. Pour parvenir à cette refondation du statut de la capitale, la maire de Paris compte sur l'examen d'un projet de loi au Parlement début 2016. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat, vous l'avez compris, consacré ce soir à cette proposition de la maire de Paris de réformer le statut de la ville capitale. Deux invités sur ce plateau. J'accueille Jean-Louis Missica, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller de Paris, adjoint au maire de Paris. Vous êtes en charge de l'innovation, de la recherche et des universités. Merci d'être avec nous. Non, ça c'était dans l'ancienne mandature. Alors, vous allez nous dire vos nouvelles fonctions maintenant. Et en face de vous, Yves Pozzo di Borgo, vous êtes sénateur UDUC de Paris. Merci d'être avec nous. Alors, Yves Pozzo di Borgo, comment avez-vous accueilli cette proposition de la maire de Paris de réformer le statut de la capitale? Écoutez, d'abord, c'est un vieux débat. Nous-mêmes, au sein du Conseil de Paris, quand j'étais président de groupe, on a demandé qu'il y ait un débat au Conseil de groupe et qu'il y ait un débat au sein du Conseil de Paris sur ce sujet, parce que c'est un sujet très important. Et on a été très surpris que la maire nous réponde toujours non. Et puis là, de sa propre initiative, elle propose au Premier ministre une réforme, sur laquelle, d'ailleurs, certains points, nous sommes d'accord. Et alors, ça nous a un peu surpris la méthode. Enfin, on se dit, mais attendez, mais finalement, il y a des élus, à quoi servent-ils? Surtout qu'on a demandé d'avoir un débat, n'est-ce pas, M. Missica, et on l'a jamais eu. Là, au moins, la maire le lance. Alors, on peut rentrer, enfin, je vais peut-être pas d'entrée de jeu rentrer dans le contenu de la proposition, mais c'est vrai que, enfin, la maire bouge, je peux dire, enfin, on va pouvoir essayer de réfléchir à cette réforme de Paris. Je regrette que ça n'a pas été fait avant la loi NOTRe ou avant la loi sur les métropoles, parce que là, manifestement, la voix de Paris a manqué au Sénat et à l'Assemblée. Alors, Jean-Louis Missica, comment expliquez-vous cette initiative de la maire de Paris, réclamée depuis longtemps par la droite parisienne? Oui, enfin, c'est réclamé depuis longtemps par la droite parisienne, mais c'est porté depuis longtemps par la gauche parisienne. Elle en avait parlé pendant la campagne municipale. Paris a un statut très particulier, qui est d'ailleurs lié à une vieille méfiance de l'État-nation à l'égard de la ville-monde, de la ville capitale. Et il y a plusieurs problèmes qui sont énoncés dans la note d'Anne Hidalgo. Le premier problème, vous l'avez dit, c'est le département et la ville, qui sont une seule et même entité, mais qui ont des budgets séparés. Donc fusionner la ville et le département, c'est rationaliser, c'est moderniser. Les arrondissements aujourd'hui, le plus petit arrondissement de Paris, le premier, est 10 fois plus petit en nombre d'habitants que le 15e arrondissement de Paris. Et donc peut-être qu'on a besoin de regarder un peu tout ça d'un peu plus près, et même si la proximité que permet l'arrondissement est extrêmement importante. Et puis surtout, parce que pour moi c'est essentiel, la ville de Paris n'a pas les mêmes pouvoirs que les autres municipalités, et ça, ce n'est pas normal. C'est pas normal qu'on n'ait pas des pouvoirs de voirie, pas normal qu'on n'ait pas la responsabilité des taxis, la pollution. On a vu qu'à plusieurs reprises, la maire a été empêchée de prendre des décisions dans le domaine de la lutte contre la pollution. Donc tout ça doit être remis à plat, parce que c'est absolument fondamental que dans la perspective du Grand Paris, la ville de Paris ait l'ensemble des prérogatives qui sont celles d'un maire. Oui, Yves Pozzo di Borgo, Anne Hidalgo parle d'une nouvelle étape, je cite, dans l'histoire de la conquête démocratique de Paris, qui ne fasse pas peur non plus à l'État central. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à présent, il y avait un déficit de démocratie dans l'organisation institutionnelle de Paris? Déjà, elle peut dire que la façon dont elle gère la ville et qu'elle décide toute seule cette proposition de réforme, alors qu'on a demandé depuis un débat depuis longtemps, c'est déjà un manque de démocratie. Deuxièmement, là où je suis en désaccord avec elle, parce qu'elle-même a considéré que la loi PLM était une loi très moderne. Dans plusieurs interventions, elle a dit ça. Nous, on conteste depuis toujours la loi PLM, parce qu'il est évident que la suppression de faire une entité unique département-ville, tout le monde est d'accord. L'affaire des arrondissements, le problème n'est pas de répartir ou de rechanger la population des arrondissements. C'est pas un problème démographique. Le problème, non, c'est de redonner du pouvoir aux arrondissements. Quand vous pensez, moi je suis élu du 7e arrondissement, qui est une ville comme Colmar ou comme Cannes, et pratiquement, je crois que notre budget a tourné autour de 3 millions, et en plus 3 millions d'euros, et en plus on a des budgets fléchés. On n'a aucun pouvoir. Donc le problème, où elle a raison de toucher les arrondissements, mais pas uniquement la carte des arrondissements, il faut toucher le pouvoir des arrondissements. Et puis un plus gros problème,
Et là, je crois que c'est fondamental. C'est que Paris est une petite ville de 2 millions d'habitants et qu'il faut qu'on ait des logiciels différents pour aborder et qu'on aurait dû faire une énorme métropole. Et d'ailleurs, pas la métropole qui a été faite par les socialistes par la loi NOTRe, mais la métropole régionale puissante et qui aurait pu être vraiment une structure forte pour développer la France. Jean-Louis Mussica, c'est vrai que c'est un peu surprenant de voir cette proposition de la maire de Paris après l'examen par le Parlement de la loi NOTRe, de la loi sur le Grand Paris, sur les métropoles. Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, à partir du moment où Paris devient un territoire parmi d'autres territoires qui sont membres de la métropole. Bon, la loi NOTRe permet la création d'un certain nombre de territoires qui vont de 300 000 à 600 000 habitants, et puis Paris est un territoire à lui tout seul de 2 300 000 habitants. Il me paraît tout à fait logique qu'il n'y ait pas de différence de traitement entre les différentes villes qui vont faire partie de la métropole du Grand Paris. Or, aujourd'hui, on est dans cette situation un peu paradoxale que la ville-centre a moins de pouvoir que les autres villes qui font partie de la métropole du Grand Paris. Et d'autre part, nous sommes en train de repenser la métropole. Nous sommes en train de définir de nouvelles prérogatives pour les régions. Il est donc assez logique que ce soit un bon moment pour dire remettons les choses à plat et voyons cette loi PLM s'il est possible de la moderniser et s'il est possible de donner à Paris un statut de ville. J'ose pas dire ordinaire, mais en tout cas de ville ayant un certain nombre de prérogatives qu'elle n'a pas aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'elle a les moyens aujourd'hui, la maire de Paris, d'exercer ses nouveaux pouvoirs? On a cité le stationnement, la circulation, la réglementation des débits de boissons, l'urbanisme en général. Yves Pozzo di Borgo. Bien sûr, écoutez, c'est la proposition de loi que j'ai déposée avec Pierre Charon et Philippe Dominati, qui a été votée au Sénat. Nous avons d'ailleurs une ligne budgétaire conséquente puisque nous finançons à la préfecture de police, je crois le chiffre, c'est autour de 300 millions, oui, 350 millions d'euros. Oui. Que nous donnons à la préfecture de police. C'est-à-dire que nous finançons les ASP. Les ASP, ce sont les jeunes filles, les messieurs, qui vont mettre des PV dans la rue. C'est nous qui les finançons, mais nous n'avons aucune autorité sur eux. C'est-à-dire que c'est complètement fou. C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues, on a déposé cette proposition de loi qui a été votée au Sénat. Oui. Et je ne comprends pas que Mme Hidalgo la fasse pas, demande à ses amis socialistes de dire... inscrire à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. C'est tellement simple. Déjà, c'est une réforme simple, où au moins, elle reprendrait des pouvoirs qu'elle n'a pas. Ouais. C'est là où c'est un peu surprenant et surréaliste la façon dont elle réagit. Alors, on doit faire... réagir Jean-Louis Mussica sur ce point, effectivement. Non, sur ce point, le fait que les ASP puissent être davantage sous la responsabilité de la maire de Paris me paraît essentiel. Mais plus essentiel encore, la possibilité de gérer pour la ville de Paris les contraventions et ce qu'on appelle la dépénalisation des infractions routières. Extrêmement important, je pense, le fait de dire qu'aujourd'hui, la ville de Paris, elle ne peut pas contrôler un certain nombre de zones de son territoire. Le PLU, le plan local d'urbanisme. Alors, je suis désolé, je vais être un tout petit peu technique, mais c'est important. Il y a 2 zones, le 4e arrondissement et le 7e arrondissement, le Marais et le sauvegarde, qui sont des zones de sauvegarde et qui sont directement sous la prérogative de l'État. Mais où est-ce que c'est ça à Lille aussi, hein, c'est pas uniquement à Paris. Oui, d'accord, mais enfin, est-ce que c'est vraiment une conception démocratique des prérogatives urbaines? La réponse est clairement non. La maire de Paris est élue. Prenons même les taxis. Aujourd'hui, les taxis sont gérés par la préfecture de police. Et peut-être que si la ville de Paris avait géré les taxis, eh ben, peut-être que les choses ne se seraient pas aussi mal passées qu'elles se sont passées. Vous admettez donc qu'il s'agirait bien d'une modernisation de Paris ? Pas une modernisation, c'est vraiment très petit. Moi, je dis que le problème qui est le plus important, c'est d'avoir une vision générale de Grand Paris. Et je regrette que la maire de Paris, qui était quand même une maire importante du gouvernement socialiste, n'ait pas eu l'initiative, quand on a eu tous ces textes-là, de dire voilà, moi je ne veux pas une métropole qui se rajoute à des structures qui existent, parce que c'est ce qu'on a fait avec la loi Le Grand Paris. On a rajouté une structure supplémentaire, alors que le problème dans Paris, dans toute la région Île-de-France, c'est qu'on a trop de structures. Elle aurait dû dire non, pas une structure supplémentaire. Et moi, je veux un Grand Paris. Elle est quand même la mère charismatique d'une grande ville. Non, elle a disparu du débat. Et là, elle revient par le débat, par la petite porte, j'allais dire, avec en plus des propositions qui ne sont pas fantastiquement géniales. Enfin,
Ouais. Tout le monde veut l'affaire du département et de la ville, tout le monde la veut. Ouais. L'affaire de redécouper les arrondissements, c'est vraiment un gadget. Ouais. Par contre, il faudrait des pouvoirs. Il faut redonner du pouvoir. C'est une aux opportunité arrondissements. ratée, le Grand Paris, Non, selon non, vous. non, Elle n'a pas d'abord- pris le d'abord- train en marche, Anne Hidalgo, c'est ce que dit Non, le Anne président Hidalgo a été partisane du Grand Paris de façon extrêmement constante. Oui, pour bloquer les choses. Il y a Provoquer eu, les choses. il y a eu des hauts et des bas dans la construction de cette métropole, tout simplement parce que le Sénat a fait tomber le premier édifice et que l'Assemblée nationale en a reconstruit un autre qui était pris un peu profondément... plus de temps que prévu, Voilà. effectivement. Et puis, vous avez, je ne sais plus combien... près de 200 communes ou 170 communes dans la métropole du Grand Paris. Il faut que tous les maires ont leur mot à dire, même les maires des villes les plus petites. C'est quand même un maire, une voix, la métropole du Grand Paris aujourd'hui. Donc je pense que aujourd'hui, la métropole du Grand Paris, elle a le mérite d'exister. Et le 1er janvier 2016, il va y avoir une dynamique qui va s'enclencher. Et je pense que là où je partage le point de vue d'Yves Pozzo de Borgo, c'est qu'il me semble aujourd'hui que la taille de la métropole n'est pas suffisante et qu'on pourrait imaginer quelque chose d'un petit peu plus grand. Mais vous savez, une métropole, ça se construit avec pas mal de temps. Hein. La métropole de Londres, la métropole de Lyon se sont construites en plusieurs dizaines d'années. Et la métropole du Grand Paris se construira dans la durée. Mais je crois qu'il y a une dynamique métropolitaine. J'espère qu'elle ne sera pas brisée par un choix un peu bizarre de la présidence de la métropole du Grand Paris. Mais si jamais cette métropole naît correctement, elle ira loin. Ouais. Yves Pozzo di Borgo, une dernière réaction Oui. peut-être? Oui, bien sûr. Il est évident que nous aussi, nous souhaitons tous que la métropole aille beaucoup plus loin, qu'elle s'agrandisse. Et que c'est vrai que c'est un des problèmes qu'a eu Paris, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on a créé les communautés urbaines, Paris n'était pas une ville, donc elle n'a pas été touchée par les communautés urbaines. Lyon, qui a dès le départ progressé, est allé très vite, est une belle communauté urbaine. Et c'est vrai que nous sommes en retard, et que j'espère que, même si je me suis en désaccord sur le fait qu'on a rajouté une structure supplémentaire, que l'ensemble de cette évolution, et là je rejoins un peu Messika, que quel que soit le débat qu'il y a entre nous, ça va arriver à ce qu'on fasse vraiment une belle machine pour le pays, que ce soit une grande structure pour le pays, parce que les Français, c'est pas une affaire de Parisiens ou de Donc vous Franciliens. soutiendrez la maire de Paris. On sait qu'il y a bien un projet de loi qui modifiant le statut de Paris. Si c'est pour que être ça... examiné au Parlement, si possible, en début 2016. Non, mais sérieusement, si c'est que ça, c'est un peu gadget. Si c'est que ça, la fusion du département la fusion, mais soyez d'accord. et de la ville, c'est quand même important. Bon, là, on sera d'accord. J'ai même proposé au Sénat, donc on sera d'accord, il y a comme problème là-dessus. Ça intervient aussi dans un contexte politique particulier pour la maire de Paris, Jean-Louis Messika, avec peut-être des tensions avec l'exécutif. On l'a dit, une mise sous tutelle de Bercy. Elle veut affirmer aussi son rôle. C'est un moyen pour elle. Vous avez parfaitement raison. C'est un excellent exemple, l'histoire des dimanches du maire. Oui. La ville de Paris est la seule ville, à ma connaissance, où les dimanches d'ouverture des magasins ne sont pas une prérogative du maire, mais sont une prérogative du préfet de région. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Paris n'aurait pas le droit, comme les autres villes, que ce soit le maire démocratiquement élu qui puisse décider des dimanches d'ouverture? Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Allez, Monsieur rapidement, Messika, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais vous savez très bien que les pesanteurs de la ville, avec notamment vos alliés que vous supportez, auraient fait en sorte que si vous avez eu ce pouvoir-là, il n'y aurait pas eu de travail de dimanche. Mais bien sûr que si. Vous savez très bien que vous êtes vous, justement, au sein du Conseil, quelqu'un qui est le plus Ça ouvert. fera l'objet d'un autre débat, le travail du dimanche. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.